On va ouvrir ce conseil communautaire, si vous voulez bien. Je vous remercie d'avoir renoncé au match de foot. Ah non, c'était pas... On n'a pas renoncé. On n'a pas renoncé. Voilà, merci beaucoup. Je remercie particulièrement Madame la sous-préfète qui est avec nous ce soir pour évidemment nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous chaque année quand on travaille sur nos projets. Donc je ne vais pas être plus longue parce qu'en effet je ne vais pas perdre de minutes précieuses et je vais lui passer la parole et puis évidemment c'est un échange, on est là pour ça. Oui. D'accord, ok. Merci Madame la Présidente et bonsoir à toutes et tous. Bon, moi je serai rapide parce que je sais qu'il y a une échéance après et que votre ordre du jour est assez chargé. Alors simplement, je suis là aussi pour signer ce qu'on appelle l'annexe financière du contrat de relance et de transition écologique qui a été signé de mémoire il y a 2 ans, c'est ça, ici. On a fait un exercice, alors on peut s'étonner qu'il n'ait pas été fait avant du côté de l'État, c'est-à-dire qu'on a travaillé pour essayer de totaliser toutes les dotations à l'investissement qu'on a versées sur le territoire de la Comcom. Alors malheureusement, ça n'avait pas été fait, donc ça a demandé énormément de travail, parce que comme vous le savez, alors la DETR et la DSIL sont les dotations les plus fréquentes et que vous connaissez le mieux, certainement, mais il y a des tas d'autres dotations de l'État qui sont parfois gérées par des agences, par des services régionaux. Il n'empêche que ça reste des fonds d'État. Et l'exercice était assez intéressant parce que quand on additionne tout ça, ça donne des chiffres assez, je trouve, assez importants à connaître, importants à avoir à l'esprit, et pour aussi montrer que l'État reste présent sur les territoires ruraux. Alors, c'est jamais assez, j'en conviens, mais c'est quand même pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'investissement, sur l'année 2021, si on ajoute toutes les dotations versées aux collectivités territoriales, aux établissements publics scolaires, aux associations, aux particuliers, on est sur le territoire de la Comcom à plus de 14,3 millions d'euros. Si on divise par le nombre d'habitants, ça fait quand même pas mal. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alors c'est vrai qu'on a classiquement la DETR et la DSI, mais il n'y a pas que ça. Donc ça c'est important à avoir à l'esprit. Et puis moi j'ai demandé à ce que soit aussi mentionné pour rappel, parce qu'on parle de l'investissement, mais la principale dotation de fonctionnement qui est la DGF, alors là je mets mes lunettes, qui est de plus de 15,5 millions sur le territoire de la Comcom. Donc c'est tout ça sur 2021. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est pas rien, c'est pas neutre. Alors certainement que 2021, il y avait l'effet plan de relance aussi. On verra. Alors là maintenant, on a les maquettes, on s'est additionné, on a tout. Donc je pense qu'en février de 23, on aura l'annexe financière de 2022. Voilà. Mais je pense que c'est important d'avoir cette somme-là à l'esprit, c'est ça qu'on signe aujourd'hui. Alors après, vous le verrez dans l'annexe financière, il y a le détail commune par commune. Pour celles et ceux où je suis, enfin l'annexe financière, on l'a depuis 15 jours, je crois à peu près. Donc j'ai dû faire une inauguration où je rappelle aussi ces montants-là, parce que je crois que c'est important aussi pour les administrés qu'ils aient en tête ces chiffres-là, parce que c'est important. Donc voilà, donc je serai peut-être amenée, si j'ai à faire des inaugurations, je ne crois plus en avoir au programme sur votre territoire là prochainement. Mais souvent je rappelle ces sommes-là parce que je pense que c'est important. Voilà pour ça, voilà pour cette annexe financière. On la signe à la fin, je continue. Oui, on va la signer à la fin si vous voulez bien. Bon, alors sur la campagne 2022, le montant DETR et DSIL, après on affinera en février comme le prochain, c'est plus de 2 500 000 sur le territoire de la Comcom, donc on continue à un niveau qui est quand même pas mal. Et c'était, pour vous donner un ordre d'idée, 7,4 millions sur l'arrondissement. Alors, comme je vous avais expliqué l'année dernière dans la conférence des maires, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que une fois qu'on a, nous, la déclinaison départementale des sommes qui sont allouées, ça part du national, ça arrive au départemental. Bon, après, on essaie de faire valoir, nous, sous-préfet d'arrondissement, notre propre arrondissement, et on se bat pour avoir le plus de crédit possible. Alors, moi, je suis crédible si les projets sont menés au bout. Et si on ne rend pas de l'argent, ça je l'avais abordé l'année dernière, mais je pense que tous les collègues avant moi ont dû vous le dire, c'est important. Et on va y revenir parce que sur la campagne 2023, il y a des règles qui ont un peu évolué et on sera plus regardant sur ça. Parce qu'on a encore
pas forcément sur l'arrondissement, en tout cas j'y veille, il y en a eu, pas sur votre territoire, mais des projets qui malheureusement sont abandonnés. Moi j'ai un chiffre, c'est sur simplement la DETR, on n'a pas le retour des CIL, mais ça a été donné en conférence, vous savez, en conférence des élus qui siègent à la DETR, oui. 300 000 € de DETR qui sont perdus. Voilà. Sur 2022. 300 000 €, ça fait un projet d'une commune, là j'ai vu sur le tableau qui m'a été transmis, donc c'est pas neutre. D'où l'importance d'être vraiment prêt à démarrer vos projets. Hein, ce qui me permet de faire une habile transition sur l'exercice 2023. Alors j'ai reçu le tableau des projets qui m'ont été soumis. Donc je suis contente d'avoir des projets, ça c'est bien. Par contre, il y en a, pour le moment, je n'ai pas de détails. Il n'y en a eu aucun de déposé sur la démarche simplifiée. D'accord. Alors, ce qui a changé, et ce sur quoi je veux appeler votre attention, la date limite, c'est le 31 janvier. Mais n'attendez pas le 31 janvier pour déposer. Si vous déposez le 31 janvier et qu'on s'aperçoit que le dossier est incomplet, la plateforme est fermée, c'est fini, vous ne pourrez plus le compléter. Et vous pourrez m'appeler, je serai navrée pour vous, mais là, je ne pourrai rien. Donc, moi, je vous invite à déposer le plus tôt possible, de sorte que s'il y a un souci, s'il manque une pièce, on puisse vous appeler, on puisse compléter le dossier. Le 31 janvier, c'est mort après. On ne pourra plus intervenir là-dessus. Voilà ce qui change sur le calendrier. Je vais reprendre mon pense-bête, parce qu'il y a beaucoup de changements. Alors, je pense que vous avez tous reçu, normalement, un document qui s'appelle le memento. Enfin, on en fait régulièrement, des points de droit. Voilà, où on a repris les principales règles pour que vous les ayez en tête. Après, ça renvoie au guide qui est plus détaillé. Donc, vous dire le calendrier, l'état d'avancement. Il faut que les projets ils soient vraiment prêts à démarrer. C'est-à-dire qu'on ait des devis détaillés ou des avant-projets détaillés. Avant, c'est pas la peine. Donc, j'ai vu qu'il y avait des projets qui n'étaient pas chiffrés. J'ai des appellations, mais derrière, je ne sais pas ce qui va derrière. Donc, il y a des projets, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il faut vraiment être vigilant pour vite compléter, qu'on puisse travailler ensemble. Voilà, ça, c'est important à avoir et ça sera un critère déterminant. Et bon, après, moi, je peux défendre une enveloppe sur l'arrondissement, mais il faut que je sois crédible derrière pour avoir des projets qui soient chiffrés. Si j'en ai pas, on va me dire tu es bien gentil, mais on va mettre sur les autres arrondissements, ce qui est logique aussi. C'est ça qui est. Alors, ce qui a changé, mais ça vous a pas échappé, c'est qu'il n'y a plus de taux unique et que le taux peut varier. Donc, je crois que sur tous les projets, tout le monde a demandé le maximum, ce qui est logique. Bon. Là, même avec des projets qui sont non chiffrés, je crois qu'on est à 7 millions. Bon, donc on va devoir... voilà. Bon, je vous le dis, mais voilà, on essaiera de faire au mieux de toute façon. Donc voilà, et le préfet est particulièrement attentif sur les projets qui sont prêts à démarrer. Ça, moi, j'aurais du mal à pousser un projet si je n'ai pas les chiffres derrière. Bon, c'est pas la logique. Sur les règles, il y en a quand même qui restent inchangées, et je vais en rappeler deux, parce que je pense que c'est utile vu le tableau que j'ai vu. Le principe qu'il ne peut pas y avoir un double financement DETR, DSIL sur un même projet. Alors ça a été fait par le passé, quand on avait beaucoup d'argent, avec le plan de relance, etc. Ça a resté l'exception, mais aujourd'hui, on revient à l'épure, je l'avais dit l'année dernière. Donc ça veut dire pas de DETR ou de DSIL cumulés sur un même projet, ou pas, le principe aussi, pas de 2 fois de la DETR ou de la DSIL sur un même projet, une année 1 et une année 2, d'accord, si les projets ne sont pas phasés. Je pense que c'est utile de le rappeler, de ce que j'ai vu sur le tableau. Voilà. Et puis il y a certaines opérations qui restent inéligibles. Un projet qui aurait que de la voirie, c'est pas possible. Ça n'a pas changé. Je le rappelle aussi, parce que j'ai quelques doutes sur certains. Voilà. D'où l'intérêt de vite déposer pour qu'on voit si on peut sauver ou pas un projet. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la campagne 2023. Alors après, vous avez dû en entendre parler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que DETR et DSIL au niveau national, on n'a pas encore la déclinaison départementale. Je ne sais pas de combien sera faite l'enveloppe. Pour autant, au niveau national, ça reste sur des montants qui sont élevés. On est sur les mêmes hauteurs que l'année dernière, donc c'est
je remets mes lunettes pour lire les chiffres, c'est mieux. 1 milliard de DETR et 570 millions de déciles. Donc c'est quand même, ça reste un seuil haut, auquel vient de s'ajouter un nouveau fonds dont vous avez dû entendre parler, qui est le fonds vert. Voilà, qui est 2 milliards. Normalement, 2 milliards qui ont été votés. Alors, il ne va pas se cumuler, c'est pareil. C'est soit DETR, soit déciles, soit fonds vert. On ne fera pas un cumul des trois. Comme son nom l'indique, en fait, il y a 3 axes. C'est performance environnementale, adaptation au changement climatique, des travaux qui répondraient à ça, et puis amélioration du cadre de vie. Alors, amélioration du cadre de vie, ça peut être, vous savez, les îlots de fraîcheur sur certaines communes, etc. Bon, c'est tout ça. On va vous donner des détails, ils ne sont pas encore... il faut qu'on les décline, et les critères, il faut qu'on les décline au niveau départemental. Le point positif, me semble-t-il, mais après, c'est vous qui appréciez, c'est que ce sera géré au niveau départemental. Donc ça, c'est plutôt... du coup, on a un peu plus de possibilités d'agir, me semble-t-il. Bon. Selon le même principe, a priori, ce sera sur démarche simplifiée. Ce sera la même logique que la DETR et la décile. Il me semble que j'oubliais un point sur... oui, alors le fonds vert, ça va fonctionner un peu pour ceux qui en ont bénéficié, comme la décile rénovation énergétique. C'est-à-dire que quand on est sur de la performance environnementale, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y aura un état des lieux, j'allais dire avant travaux, de performance énergétique, et il en faudra après travaux pour bien montrer qu'il y a une amélioration. Ça va être... ça va s'affiner, ce qu'on va vous demander, mais ce sera dans le même état d'esprit, d'amélioration énergétique. Voilà ce que je peux dire pour aller à l'essentiel et pas trop prendre de temps et vous garantir de voir le match de foot. Enfin, au moins à mon niveau. Mais si vous avez des questions, je suis prête à y répondre, il n'y a pas de souci. J'en avais une question. Oui, je vous en prie. La question qu'on pouvait poser, c'est éventuellement, justement, la difficulté qu'on aura peut-être, c'est sur un projet. On va peut-être se poser la question de se dire, est-ce qu'on y met de ETR, déciles ou fonds verts? Oui. Et c'est ça la difficulté. Mais... Bon, si on a 3 projets, j'ai bien compris, si on a 3 projets, on met les 3. Non, mais là, de toute façon, après, on vous aidera. Et puis, si à un moment donné, c'est ce qui nous permet cette souplesse-là. Comme on l'avait sur la DETR décile, on a pu revenir vers vous en vous disant, écoutez, on va vous mettre de la décile, c'est plus pour nous. En ayant la maîtrise du fonds vert, on pourra revenir vers vous en vous disant, on va plutôt le flécher fonds vert. Pour vous, ce sera... je pense que ce sera neutre pour vous. On est là pour vous aider. D'où l'importance d'avoir les dossiers en amont. Voilà. Est-ce qu'il y a merci Mme Fred, c'est important d'entendre déposer suffisamment tôt. En effet, on a toujours tendance à attendre la dernière limite. Là, il est important que vous rappeliez ce cadre de dire attention, les dossiers doivent débuter assez rapidement. Moi, je siège à la commission des élus. Et on s'y croise. Et en effet, Monsieur le Préfet, sur la dernière commission, a cité un certain nombre de projets, ou plutôt il nous a énoncé un chiffre assez alarmant sur les projets. Alors, on a vécu des périodes difficiles entre le Covid, les difficultés des entreprises qui ont du coup ont des carnets de commandes maintenant chargés, les difficultés d'approvisionnement, et en même temps, il faut qu'on ait conscience que nos projets doivent débuter et que pas la peine de mobiliser ou de faire une demande si on est certain qu'on ne démarra pas. Monsieur le Préfet, là-dessus, a été extrêmement clair. Il nous a bien fait passer le message. Évidemment, nous, on l'a fait. Alors, on se charge tous de faire au mieux. Mais voilà, c'est une réalité. Il faut qu'on colle vraiment aux besoins de territoire, aux besoins de nos communes. Parce qu'on sait, et je me permets de vous le dire, que c'est essentiel. L'apport de l'État sur la construction de nos projets, il est fondamental. Enfin, sur bien des projets, il ne verrait pas le jour si on n'avait pas cette aide. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au moment où au ministère, ils vont faire la répartition entre départements, ils vont voir l'argent qu'on a mobilisé, qu'on avait fléché et qui ne sert à rien, parce qu'il est perdu cet argent-là. En fait. Et le risque, c'est de nous dire, vous êtes constant dans l'effort, chaque année c'est 300 000 ou 500 000, j'en sais rien, qui ne sont pas utilisés, donc l'enveloppe cette année, c'est l'enveloppe moins tant. C'est ça le risque en fait. Et du coup, on est plus crédible après nous pour aller dire, donnez-nous des crédits, puisqu'on a plein de projets. C'est ça en fait. Voilà. Oui, Eric. On a certaines difficultés aussi pour les réponses aux appels d'offres. Oui, je sais. Alors, je prends ma deuxième casquette là. Et le coût des matériaux, les matières premières,
n'est pas maîtrisé. On a encore des hausses qui nous sont annoncées pour le début de l'année, ce qui fait que nous, artisans, on craint à répondre aux appels d'offres, ce qui fait qu'il y a des trous dans la raquette, les projets ne peuvent pas se faire, et ça apporte d'autres difficultés également, parce que du coup, vous avez des projets qui vont pas à terme. Demandez à mon collègue de Trieste, il a des difficultés pour remplir son appel d'offres. D'accord. Donc après, il y a des enveloppes qui repartent et on perd des... Après, ça on l'entend, hein, bien évidemment, mais l'argent qui a été perdu là, dont on vous parle, c'est pas lié à ça. Hein. Et pour tout vous dire, ça fera écho chez certains, mais moi j'ai quand même eu des élus... Alors je suis en train de réfléchir sur quel territoire, mais qui m'ont dit finalement on avait présenté un projet, mais non, ça ne correspond plus à ce qu'on veut faire. Et le risque pour 2023, c'est d'avoir des entreprises qui n'auront plus de trésorerie, qui vont démissionner, et des chantiers qui ne se termineront pas. J'étais lundi en réunion fin de crise à la préfecture, justement. Oui. Avec, il y avait la Banque de France qui était là, il le disait. Hein. Ils s'aperçoivent que les cotations des entreprises est actuellement en train de chuter. Donc des chantiers qui risquent de ne pas pouvoir se terminer. Ça avait déjà été le cas lors de la réalisation de cette salle. Le peintre avait déposé le bilan avant d'intervenir. Ah oui, on l'a eu sur d'autres. En effet, tu as raison. Et ce qui se pressent un petit peu, on va avoir des difficultés à avoir des marchés sur lesquels tous les lots, d'une part, sont comblés, où il y en a des réponses, et puis après, il ne faut absolument pas qu'on ait une entreprise qui lâche en cours de. Mais ça, Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions très pratico-pratiques ou sur la compréhension déposée, l'avancement des projets? Bon, après, n'hésitez pas. Vous avez les coordonnées là sur le memento, mais vous les connaissez, de la sous-préfecture. On est là à votre service. N'hésitez pas à passer. Alors, vous pouvez appeler la préfecture, mais vous nous appelez et puis après on voit. Voilà. N'hésitez pas, on est là à votre disposition pour ça. On signe. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, on va signer. Hein. C'est vrai que c'est important de signer. On signe beaucoup ces temps. On signe beaucoup, là. Oui. Mais c'est toujours pour des engagements très forts au service du territoire. Donc, voilà. C'est vrai. Ah oui. Alors, on va essayer de faire une photo en même temps. Ah oui, c'est important. Vous l'avez. Oui, je l'avais, mais c'est mon exemplaire. Non, mais non. Ah non, c'est chocolat. J'enlève les gâteaux. Oui, ça ferait pas sérieux, c'est ça? Voilà. Voilà. Très bien, merci beaucoup de votre venue. Je vous souhaite une bonne réunion, un bon match. Merci. Et à bientôt, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
Alors, on va poursuivre, si vous voulez bien. Alors, hop, que je retrouve ce que Stéphanie m'a donné. Alors, les pouvoirs, on y va. Madame Evenot donne pouvoir à Monsieur Piédalu, Monsieur G me donne pouvoir, Monsieur Métet donne pouvoir à Monsieur Charpentier, Madame Fardin à Monsieur Lamy, Monsieur Pelletier à Monsieur Gauvreau, Monsieur Berger à Madame Martin-Barlier, Madame Thibault à Madame Parpaillon, Monsieur Edouin à Monsieur Bonin, Monsieur Lesage à Madame Saurin, Madame Feuillet à Monsieur Vanier, Monsieur Pelot à Monsieur Sautreau, Madame Joly à Monsieur Fabre, Monsieur Gandriot à Monsieur Marcheguet, Monsieur Froment à Madame Barrault et Monsieur Kubrick à Madame Pierre. Voilà pour les pouvoirs ce soir. En secrétaire de séance, alors j'avais en proposition Yann Pelletier, Catherine Denfer, Leslie Renard, je ne sais pas qui est là. Il reste que Catherine. Catherine, veux-tu bien? Je te remercie. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a... Tout d'abord, je vais vous demander d'approuver le procès-verbal de la séance du 17 novembre. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non, je vous remercie. Ensuite, vous aviez les délibérations qui ont été prises durant ce mois par le bureau communautaire ou par moi-même. Est-ce qu'il y avait des demandes particulières? Non? Très bien, je vous remercie. Auquel cas, je passe la parole sans plus tarder à Nicolas pour les premières délibérations. Merci Présidente, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La première délibération concerne le rapport quinquennal sur les attributions de compensation. Pardon. C'est bon, là, j'ai pas commencé. Pas perdre trop de temps. Arnaud est efficace, on peut passer au vote directement, si vous voulez. Le rapport quinquennal sur les attributions de compensation, c'est une obligation présidente. Il vous faut présenter à l'Assemblée délibérante comment les compétences que la commune a, en son sein depuis 2017, étant entendu qu'on ne parle pas des restitutions, on le transfert de compétences. On vous explique dans la note que l'objet c'est de faire le bilan, pour vérifier si au niveau des montants retenus, on est bon et qu'il n'y a pas des charges qui auraient été surestimées ou sous-estimées. Vous aviez normalement en annexe le rapport complet. Ce qui peut être intéressant, c'est surtout d'aller sur, pour ceux qui l'ont vers eux, sur la page numéro 4, vous avez en fait l'ensemble des compétences restituées depuis 2017. Alors, on n'a pas fait le travail sur la révision de la fiscalité, parce que là, ce n'était pas un transfert de compétences à proprement parler. Pourtant, on vous a listé les montants. Et puis, vous avez, pour chaque compétence transférée, selon les années, les montants des attributions de compensation qui ont évolué. On vous précise également dans la note qu'on n'a pas pu faire le travail sur les zones d'activité économique, puisque aujourd'hui, on n'a pas une comptabilité analytique suffisamment poussée pour déterminer le coût des transferts des zones. On a récupéré en 2018, comme vous le savez, 24 zones. Donc, on ne peut pas aujourd'hui aller dans ce niveau de détail. Donc, vous avez par compétence, je dirais, le coût et les recettes induites. Et ce qui est intéressant, ensuite, c'est d'aller directement sur le tableau, page 12, où vous avez finalement l'ensemble à la fois des montants d'attribution de compensation et des charges transférées. Et on s'aperçoit que effectivement, on a quelques deltas sur certaines compétences, donc notamment sur la compétence PLUI, et notamment sur l'année 2021, on voit qu'on monte en charge. Donc il y avait sur les premières années les documents communaux, et puis là avec le passage en PLUI, la montée en charge elle est importante. Donc peut-être que dans le transfert de charge, on n'a pas suffisamment en fait intégré au moment du transfert de frais. Et puis pour un point également souligné, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est les bornes incendie. On voit qu'effectivement sur les bornes incendie, par rapport au montant qui avait été prélevé et les sommes dépensées par l'Interco, on est en deçà, puisque en moyenne, voilà, on vous le dit, on est 110 000 euros de perception et 38 000 euros de coût annuel moyen, même s'il y a eu un effort de fait sur l'année 2021, et on vous le précise dans le tableau, et un nouvel effort fait en 2022. Voilà un petit peu dans le détail. On fait ce rapport sur 5 ans, et on ne le fait pas sur 5 années complètes. Donc toutes ces compétences, on ne reviendra pas dessus lors du prochain rapport. Là, c'est vraiment une photo sur la période des 5 années. Quoi dire de plus? Donc là, on a cette photo. L'idée, c'est de se dire, quand
quand on décide de transférer, est-ce qu'on a les bons outils? On utilise aujourd'hui, vous savez, souvent une moyenne sur les 3 derniers exercices. Dans l'ensemble, malgré tout, on peut s'apercevoir, encore une fois, hormis les deux compétences sur lesquelles j'ai un peu pointé du doigt, le PLU à la défaveur de l'interco ou le DECI à la faveur de l'interco, pour le reste, on est quand même sur des équilibres qui se tiennent, et avec des charges qui maintiennent, on ne voit pas d'envolée forte, on va dire, pour l'interco. Donc le calcul, il se fait quand même, je dirais, de manière plutôt correcte. Voilà, un petit peu ce qu'on peut retenir de ces éléments. Est-ce que vous voulez des précisions ou est-ce qu'il y a des compétences sur lesquelles vous voulez que je sois plus exhaustif? Non? J'ai pas été trop rapide. Donc, de ce qui vous est demandé, c'est de délibérer, de prendre acte tout simplement de ce rapport de présentation sur comment les attributions de compensation et d'autoriser donc la présidente, comme toujours, à signer l'ensemble des éléments qu'ici à faire. Des questions, remarques? Non? On passe au vote? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Et ensuite, on a toute une série de délibérations, comme on en a l'habitude en fin d'année, sur à la fois les créances admises en non-valeur et puis sur les créances éteintes. Donc on va le faire comme à notre habitude, budget par budget. La première, elle concerne donc le budget principal, celui qu'on appelle le 700, comme vous le savez. On est sur des créances admises en non-valeur. Bien évidemment, le trésorier informe Madame la Présidente des sommes qu'il souhaite qu'on inscrive. On parle de 7 102,80 €. On vous rappelle que, bien sûr, le trésorier a essayé d'enclencher l'ensemble des procédures comme il sait le faire, et que malheureusement, pour des raisons différentes, insolvabilité, somme trop minime, bref, il n'arrive pas à obtenir le recouvrement. Et donc, on vous précise que l'admission en non-valeur, comme toujours, ce n'est pas un effacement de dette, c'est qu'on attend simplement que le débiteur retrouve, comme veut la formulation, meilleure fortune. Voilà. Donc, on est là sur un montant de 7 102,80 € pour le budget principal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dans l'habitude. Est-ce que des gens sont contre ou s'abstiennent? Merci. Toujours sur le budget principal, mais là on est sur les créances irrecouvrables. Donc le trésorier nous informe qu'il faut provisionner 250,56 €. Des questions? Questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Même principe, mais là sur le budget 701, le budget SMANC. On est donc sur des admissions en valeur pour 3 728,33 €. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Ensuite, sur le 702, donc là peut-être davantage de précision, on est sur des créances admises en non-valeur. Le montant, donc il est de 101 061,69 €. Petite précision, c'est que ce budget-là va s'arrêter, puisque vous le savez, on bascule à partir de l'année prochaine en tome. Donc Monsieur le Trésorier souhaite qu'on inscrive en fait l'ensemble des créances sur lesquelles nous n'avons pas recouvré la totalité des sommes. Et ces sommes, il est important de le préciser, elles datent pour certaines de 2014. Donc on est quand même sur ce qui explique le montant, puisque le trésorier n'a pas arrêté ses poursuites pour beaucoup d'entre elles. Simplement, aujourd'hui, comme le budget va s'arrêter, il souhaite qu'on l'inscrive. Élément à votre compréhension, parce que c'est vrai que 100 000 €, on peut et vous avez raison, c'est une somme importante. Simplement, vous rappelez qu'en 2017, le montant était de 6 451, 2018, 17 000, 2019, 23 000, 2020, 10 500, 2021, 19 600, et donc un peu plus cette année. La somme totale, ça représente un peu plus de 180 000 €. En face, on a reçu sur cette même période des recettes à hauteur d'un peu plus de 12 millions, ce qui donne finalement, je dirais, un taux d'impayé de l'ordre de 1,5%, ce qui est, au regard de la redevance, malgré tout, un taux de recouvrement plutôt bon, puisqu'on est plutôt sur du 3, voire au-delà. Donc, certes, c'est une somme, mais qui s'explique par le fait qu'on arrête ce budget annexe. Mais malgré tout, ça veut dire aussi que les fichiers des communes en redevance étaient plutôt bons, compte tenu du taux d'impayé, qui est encore une fois de l'ordre de 1,5 sur la période depuis 2017. Donc voilà, pour votre compréhension. Des questions peut-être, parce que je veux bien croire que le montant peut interpeller, mais c'est l'explication du fait du passage principalement à la tome. Voilà. Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Sur les créances éteintes, toujours sur le budget déchets ménagers, donc là on parle si je ne dis pas de bêtises, 2 962,04 €. Est-ce qu'il y a là aussi des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci.
Sur le 703, donc sur les admissions en non-valeur, le trésorier nous demande d'inscrire 847,20 €. Pas de questions? Pas de questions. Les gens sont contre? S'abstiennent, merci. Et donc ensuite, on va passer aux décisions modificatives, puisqu'on est en fin d'année. Là aussi, il y a des écritures à ajuster. Donc sur le budget principal, c'est la 3e de l'année. Simplement, et l'explication est sur l'investissement, au niveau de la modification. La plus importante, elle concerne donc la PCP qu'on appelle la 1901. Elle est liée aux acquisitions de véhicules des déchets ménagers. On va vous proposer, c'est la libération d'ensuite, de glisser simplement les crédits. Donc on ne modifie pas le montant d'autorisation de programme, on fait simplement glisser les crédits sur l'année prochaine, puisque pour des raisons de commande, on n'a pas pu tout commander sur cette année. On veut glisser les crédits. Donc là, il y a 224 930 € qu'on viendrait enlever en investissement. On fait donc un équilibre avec les immobilisations corporelles, et puis ensuite on vous précise qu'on a besoin d'intégrer dans l'inventaire des parcelles qu'on a acquis au département pour 25 200 €. Donc au final, on inscrirait 25 200 € de plus, à la fois en dépenses et en recettes, si vous en êtes d'accord. Des questions par rapport à cette DM? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la libération suivante, c'est celle dont je vous parlais, concernant donc la modification des crédits de paiement sur le programme 1901, l'acquisition de véhicules déchets ménagers. Donc simplement, on maintient l'autorisation de programme à 1 381 000, mais on fait glisser les crédits, donc 224 930,55 € sur 2023, pour payer les véhicules des déchets ménagers. Des questions par rapport à ça? Pas de questions? Les gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Et puis, toujours dans les DM, donc le budget ZAE. Donc là aussi, on a des ajustements à faire. On est en fonctionnement uniquement sur les intérêts, également sur les ICNE, intérêts courus non échus. Donc vous avez les montants, 3 350, 550 €. Une inscription d'équilibre sur les terrains, 3 900 €. Et puis ensuite, on ajuste également des crédits sur les opérations d'ordre à hauteur de 8 900 €, ce qui nous donne une augmentation de la section à hauteur de 12 800 € en dépenses et en recettes. Des questions par rapport à ça? Pas de questions? Est-ce que les gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Dernière DM, elle concerne donc le budget Vendée pôle. Même principe que précédemment, à savoir, donc là on a les intérêts, les ICNE, 4 600 €, et puis ensuite on a des ajustements de crédit, tout simplement à hauteur de 9 600 €. Donc on augmente la section de fonctionnement en dépenses et en recettes de 14 200 €. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Et enfin, dernière délibération pour ce qui me concerne, présidente. La reprise et la constitution des provisions pour créances douteuses, c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire depuis maintenant l'an dernier. On avait déterminé un taux de dépréciation en fonction de l'année constatée. Donc en N-1, vous aviez 15%, 30% en N-2, et en N-3, 75%, et pour toutes les créances antérieures, 100%. Donc pour cette année, compte tenu du rapprochement qu'on a fait avec le comptable, vous avez les montants qui vous sont indiqués sur table, à savoir qu'on vous demande de provisionner sur l'année 2022 22 013,81 €. Et puis on avait inscrit donc l'an dernier 60 372,31 € qui convient de reprendre en totalité, tout simplement, puisque pour l'année 2022, on en intègre les fameux 22 013,81 €. Vous avez des précisions par rapport à ça? Pas de précision? Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions non plus. Des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. À vous, présidente. Merci, Nicolas, pour la clarté et l'efficacité. Et on va poursuivre avec Philippe sur l'habitat. Donc le point numéro 3... Alors excusez-moi, j'ai le masque, parce que je tousse un petit peu. Mais j'ai pas le Covid, vous rassurez-vous. Point numéro 13, donc marché des services, donc mission de suivi d'animation d'un guichet unique de l'habitat France Rénov'. Donc on en a déjà parlé, ça doit être mis en place donc l'année prochaine. Alors si on prend la délibération. Donc il y a deux lots en fait. Donc un premier lot, donc suivi et animation d'une opération programmée donc d'amélioration de l'habitat. Un lot numéro 2, donc suivi et animation d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique. Je ne reviens pas dessus, parce qu'on en a déjà parlé. Donc dans les deux cas,
On est sur une durée de 3 ans. Après, vous avez les critères de jugement des offres, donc avec la valeur technique 60 points et le prix donc 40 points. Donc 4 candidats ont déposé un pli, donc il a été reçu 3 offres pour le lot 1, 2 offres pour le lot numéro 2. Et donc après analyse des offres effectuées par les services de la Communauté de communes Sud-Vendée Littoral, au regard des critères d'attribution, il apparaît que les offres économiquement les plus avantageuses sont, donc pour le lot 1, l'offre de la société ATIS Habitat, et pour le lot 2, l'offre de l'ADIL de Vendée. La tranche optionnelle numéro 1 du lot numéro 2, relative au suivi et à l'animation du petit tertiaire pour une durée de 3 ans, est affermie pour un montant de 3 240 € hors taxe, soit 1 080 € hors taxe par an. Et donc pour le lot numéro 1, donc je donne les plus grosses sommes à la fin, donc pour le lot 1 de la société ATIS Habitat, donc on se retrouve avec une tranche ferme de 523 630 € hors taxe, soit 175 210 € hors taxe par an. Le lot numéro 2 à l'ADIL de Vendée, donc pour une somme, pour la tranche ferme, de 244 530 € hors taxe, soit 81 510 € hors taxe par an. Et pour le petit tertiaire, j'en ai parlé juste avant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Merci beaucoup Philippe pour le suivi de ce dossier qui est important. On poursuit, on est toujours sur le marché public, sur la commande publique, pardon, avec Eric. Oui, bonsoir à tous. Donc, point 14, c'est le marché de services de maintenance tous azimuts des bâtiments de la collectivité. Donc, on a au total 11 lots. Donc, c'est l'entretien maintenance thermique, les dépannages des portes sectionnelles, les ponts roulants, les équipements sportifs, les réglementations sécurité incendie, etc., le gaz, l'électricité, les extincteurs, les dépannages de matériel de cuisine. Et puis le dernier lot, le lot 11, c'est la maintenance des dépannages de matériel destiné à l'entretien du linge. Ce marché-là, les lots 1 à 9, c'est à partir de la notification jusqu'au 31 décembre 2023 et avec 3 années de reconduction possibles. Et pour les lots 10 et 11, c'est à partir du 24 février 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et 3 années reconductibles aussi. L'appel d'offres, on avait bien sûr 2 critères de notation. Le prix était à 60% et une valeur technique pour 40%, quels que soient les lots. Alors, le lot 1, c'est l'entreprise Eiffage Énergie pour un montant de 16 000 € qui est retenu pour la tranche ferme. 26 499,95 sur la tranche ferme et 16 000 € pour la tranche optionnelle. Le lot 2, c'est Portis à Bonchamp-les-Laval pour un montant de 3 285 € hors taxe et un montant de 2 500 maximum par an par tranche optionnelle. Le 3, c'est l'entreprise ADC de Parthenay pour un montant forfaitaire de 1 149 € hors taxe sur la tranche ferme et 2 500 pour la tranche optionnelle. Lot 4, CBR Contrôle. Donc le montant est de 496 €. Le lot 5, c'est l'offre de Vio à Échiré pour 2 500 €. Non, pour 5 131,48 € en tranche ferme, 2 500 pour la tranche optionnelle. Le 6, c'est les extincteurs nantais, 2 457,80 € pour la tranche ferme et 2 500 pour les tranches optionnelles. Le lot 7, Socotec équipement pour 450 € forfaitaire. Le lot 8, c'est Socotec aussi pour 3 681 €. Lot 9, Socotec, 680 €. 10, le froid service Aubigny pour 2 205 € hors taxe et 3 000 € pour la tranche optionnelle. Et le 11, c'est l'entreprise Froid Vendéen qui est retenue pour 1 860 € hors taxe et 600 € pour les options. Voilà. Avez-vous des questions? J'espère pas. Je vous remercie. Donc je vous propose
d'attribuer ces marchés tels que décrits précédemment. Vous les avez en annexe. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup. On poursuit toujours sur la commande publique et on va du coup sur le volet des déchets. C'est Pierre qui nous le présente. Voilà. Donc en ce qui me concerne, en effet, c'est le renouvellement du marché de sacs jaunes, qui donc se renouvelle régulièrement. Et là, c'est un marché reproductif sur 3 années et un marché à bon de commande. Nous avions cette année deux candidats. La société avec laquelle nous travaillons, qui s'appelle Barbier, qui vient de Haute-Loire, et un autre candidat, PTL, qui vient de Seine-Maritime. Dans les faits, PTL, au niveau technique, est presque aussi bon que Barbier, mais à peine, et nettement supérieur en prix. Donc en fait, nous proposons de continuer avec Barbier, qui ne fait pas défaut en termes de qualité, de quantité, d'approvisionnement, etc. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette délibération. Donc évidemment, nous proposons d'attribuer ce marché à SAS Barbier Sainte-Sigolène dans la Haute-Loire, et puis d'autoriser Madame la Présidente, etc. Alors oui, c'est un marché qui se maintient pour le moment, qui n'augmente pas trop, mais qui... oui, voilà. Qui est contre cette... délibération, qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Bruno pour en fait les 3 points. Tu feras le point numéro 1. Oui, je fais les 3. Merci. Donc le premier, c'est une attribution de subvention d'aide à l'immobilier d'entreprise à la société JP Maçonnerie, qui est actuellement locataire d'un local de 160 mètres carrés dans la commune de Léroux, et qui a décidé de faire l'acquisition d'un bâtiment, toujours à Léroux, dans la zone économique Les Fougères, pour une superficie de 270 mètres carrés sur un terrain de 3000 mètres carrés. Voilà. Il est éligible au dispositif d'aide numéro 2 que l'on a voté en début d'été, au titre de la reprise d'un bâtiment artisanal avec un programme de rénovation. Le budget total est de 168 550 €. Il est éligible au niveau de 153 522 et la subvention qui est accordable est de 15 000 €. Voilà. Des questions? Non. Donc, ce qui est proposé, c'est d'accorder la subvention et d'autoriser Madame la Présidente à signer. Quelqu'un est-il contre? Ça fait tousser. Voilà, c'est une dépense, donc ça fait tousser tout le monde. Merci Philippe pour tes microbes, c'est gentil. J'ai peut-être m'écarter un peu. Je vais pas y arriver. Donc voilà, on va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non, merci. La suivante, c'est la même chose, c'est pour l'immobilier d'entreprise Le Moulin de Puyroseau, qui est à Saint-Jean-de-Beugnet, pardon. C'est une prestation haut de gamme avec 2 chambres d'hôtes, un gîte, une piscine pouvant accueillir 15 personnes et il est classé 4 étoiles. Ils vont rénover une grange qui fait 220 mètres carrés pour une nouvelle activité de réception et d'événementiel. Donc il y aura une salle de réception de 138 mètres carrés, une cuisine de 35 mètres carrés pour faire ces événements. Donc c'est éligible au dispositif d'aide numéro 2. Le budget prévisionnel est 200 000 €. Il n'y a que 49 000 € qui sont éligibles, mais comme ils sont dans une zone AFR, ils peuvent prétendre à un taux de 30% de subvention, ce qui fait 14 700 €. Donc ce qui est proposé, c'est d'accorder la subvention de 14 700 € au Moulin de Puyroseau et d'autoriser Madame la Présidente à signer. Quelqu'un a-t-il des questions? Non? Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non? Merci. La troisième, c'est la passation d'un avenant aux conventions de gestion des zones d'activité économique et une autorisation de signature. En fait, comme vous savez, on a une convention de gestion, c'est le cas entre autres pour Nalier,
qui est cité ici. On a une convention de gestion pour gérer, entre autres, les espaces verts et un certain nombre de services sur les ZAE, parce que la Comcom ne peut pas gérer ceux-ci sur les 43 ZAE que nous avons. Il s'avère que cette convention s'arrêtait au 31 décembre 2021 et qu'il fallait la renouveler. Ce dont on s'est aperçu, c'est que sur un certain nombre de ZAE que vous avez cités ici, on s'est aperçu qu'il y avait qu'il était nécessaire de revoir les modalités sur la partie électrique. Pour vous donner un exemple, sur Nallier, c'est Nallier qui paye la partie électricité de la ZAE, ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc on a décidé de tout regarder, et c'est sur les communes qui sont citées qu'il y a ce problème. Donc ce qu'on propose, comme on ne peut pas faire la révision de tout ça jusqu'à la fin de l'année, c'est de renouveler la convention pour un an, jusqu'à la fin de l'année, ce qui nous permettra de faire l'analyse et puis après de faire la convention définitive. J'ai été clair ? Bon. Parce que sinon je peux tout vous lire. Non ? Vu le code général et ainsi de suite. Non ? Bon. Quelqu'un a-t-il des questions ? Non ? Donc, procéder au vote. Quelqu'un est-il contre ? Abstention ? Non ? Merci. Merci beaucoup, Bruno. On poursuit. Ah, merci. Éric, maintenant. Oui. Alors, les deux délibérations suivantes, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine des bâtiments. La première, c'est la convention 4 de prestation de services, et la seconde, c'est la tarification. Donc, on dissocie, oui, non ? Oui. Alors, depuis l'arrivée de David Giraudot dans les services, on a la possibilité d'avoir un accompagnement collectivité et EPCI pour nous faire les études de besoins, de faisabilité, de dossiers. Donc la convention cadre, elle stipule exactement la programmation et les travaux qu'il peut nous apporter, l'ingénierie qu'il peut nous apporter. Et donc, à partir du 1er janvier 2023, on va pouvoir signer ces conventions pour nous aider dans nos missions proposées. Alors, il y a 3 ordres. Réalisation d'études de faisabilité, comme je venais de vous dire, l'élaboration du programme et choix des maîtres d'œuvre. Et puis après, il est proposé d'adopter cette convention pour fixer les conditions dans lesquelles seront réalisées ces prestations d'assistance maîtrise d'ouvrage, c'est l'AMO, dans le domaine du bâtiment. Voilà. Avez-vous des questions ? Donc, j'ai croisé ce matin, il a dit qu'il allait engager une tournée pour justement voir un peu... Il a déjà vu pas mal de communes. Hein. Mais pas toutes. Et pas toutes. Hein. Je pense que c'est un véritable service oui. de mutualisation qui est apporté, hein, puisque dans les communes, c'est toujours très compliqué. Je me permets peut-être plus sur des petites communes que sur les plus importantes. C'est toujours... voilà, on peine. D'abord, nos secrétariats ne sont pas... très compétents parce qu'on en fait un par an, 2 par an et encore. Donc voilà, c'est un véritable service qui est apporté de conseils, d'expertise. Je pense voilà, c'est quelque chose sur lequel on devra travailler ensemble, collectivement, pour élargir ce type de prestation parce que voilà, on prend notre place. On est vraiment votre soutien et on a voilà, quelqu'un de très compétent oui. qui va, je me permets de dire aussi... Il a de réelles compétences, il n'y a pas de voilà, souci. qui va être aux côtés des communes pour vous simplifier le montage et l'étude de ces dossiers, voilà, jusqu'à un certain seuil, hein, comme l'a précisé Eric. Voilà. Donc vraiment quelque chose sur lequel on réfléchit pour élargir ce type de prestations. Donc on va passer au vote s'il n'y a pas de questions sur le sujet. Donc d'approuver la convention 4 de prestation de services, assistance, maîtrise d'ouvrage dans le domaine du bâtiment, d'autoriser Madame la Présidente à signer la dite convention et puis signer une convention particulière à venir dont le modèle a été annexé à la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et puis bien sûr, pour faire plaisir à Monsieur le Premier Vice-président, il y a une tarification qui vient derrière. Donc, en fonction des missions, vous voyez, il y a différentes étapes et différents curseurs. Donc, l'objet de la mission, c'est la mission relative à la réalisation d'une étude de faisabilité. On est sur un tarif étudié à 2 000 € hors taxe.
La mission relative à l'élaboration du programme, donc c'est 500 € supplémentaires. Et après, le choix du maître d'œuvre, 500 € supplémentaires. Voilà, hors taxe. Des questions, des précisions? Bon, je vous propose de passer aux voix et d'accepter et de fixer ces tarifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci et bon match. Merci beaucoup pour ces deux délibérations. Et on poursuit avec Dominique Bonin sur l'urbanisme. La délibération, vous connaissez bien parce qu'on en prend quasiment à chaque conseil communautaire. Là, la 21e délibération, donc c'est le retrait de la délégation d'exercice du droit de préemption urbain à la commune de La Bretonnière-la-Claye. En fait, la commune de La Bretonnière a sollicité l'intervention de l'EPF de Vendée en vue de la réalisation d'un projet urbain. Cette convention confie à l'établissement public foncier de la Vendée une mission d'acquisition foncière et de portage foncier sur des îlots à reconfigurer qui sont situés dans le centre-bourg et définis sur des secteurs préopérationnels en veille foncière. La superficie totale est de 23 374 m² qui sont classés en 1AU et U au PLU de la commune. Donc Madame la Présidente propose au Conseil communautaire, avant qu'il ait à se prononcer sur une éventuelle délégation de l'établissement public foncier de la Vendée, de retirer préalablement donc la délégation attribuée à la commune de La Bretonnière-sur-Laye en matériel de droit de préemption urbain, et ce pour la durée de la convention précise, éventuellement prorogée par avenant. Avez-vous des remarques? David? Non? Je sais pas. Non, c'est juste pour vous préciser, c'est autour de la boulangerie où effectivement il y a un espace qui est susceptible de voir des projections foncières sur cet espace-là, et donc c'est pour mobiliser un petit peu le foncier, regarder un petit peu comment on peut aménager cette place autour de la boulangerie et faire des liaisons douces pour accéder à cet espace-là en partance des salles et des autres bâtiments communaux. Voilà, merci pour les précisions. Donc, pas d'autres interrogations. Je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. La 22e délibération, c'est en fait la délégation partielle maintenant du droit de préemption urbain qui est confiée à l'établissement public foncier de la Vendée sur la commune de La Bretonnière-la-Claye. Donc, c'est exactement la même chose. Cette fois, donc, on va autoriser effectivement l'établissement public foncier de la Vendée donc, à exercer son droit de préemption urbain sur les secteurs précités. Voilà, donc tout naturellement, on vous propose donc de déléguer l'exercice de droit de préemption urbain à l'EPF de la Vendée pour la commune de La Bretonnière-la-Claye. Avez-vous des remarques? Non. Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et la troisième, donc c'est la convention de passation d'action foncière entre l'établissement foncier de la Vendée, la commune de Chanay et la communauté de communes. Donc là, on est dans un autre domaine. C'est une période de veille foncière. La commune de Chanay souhaite s'appuyer sur les compétences et les moyens de l'EPF de la Vendée pour assurer la maîtrise frontière du secteur sur le centre-bourg, sur lesquels l'EPF a d'ores et déjà réalisé une étude de faisabilité. Cette convention d'action foncière vient poursuivre le travail de veille qui était déjà engagé, ainsi que les négociations foncières avec le propriétaire et mettre en œuvre éventuellement des travaux futurs. Le périmètre d'intervention est fixé donc pour une superficie de 6 748 m². Il est précisé que les parcelles sont situées en secteur où les constructions sont autorisées sur la carte communale et que la durée de la convention est fixée à 4 ans à compter de la date de la signature. Donc on vous demande de valider la convention opérationnelle d'action foncière en vue de réaliser le projet de renouvellement urbain avec l'établissement foncier de la Vendée, donc qui est sur la commune de Chanay, et d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Gérard, peut-être une précision? Non? D'accord. Merci. Donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. On poursuit sur le volet de l'environnement. Et là, Jam étant absent, je vais donc présenter ces délibérations. La première, elle fait suite à une délibération du mois de novembre 2022
où on s'est donc doté d'une régie avec une seule autonomie financière dénommée Régie du service de l'assainissement de la communauté de communes du Sud-Vendée littoral. Et pour ce faire, il convient de désigner un directeur à cette régie. Et je vous propose d'approuver la désignation de M. Jérôme Petertil au poste de directeur de la régie service de l'assainissement de la communauté de communes Sud-Vendée littoral à compter du 1er janvier 2023. Hein, Jérôme Petertil, tout le monde le connaît, c'est notre DGA, c'est un équivalent d'ST, voilà, service technique. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et la délibération suivante, c'est le même objet, mais avec la désignation des membres du conseil d'exploitation. Alors, pour ce faire, il y a deux collèges, un collège d'élus communautaires composé de 8 membres et un collège de membres extérieurs composé de 7 membres. Vous aviez les propositions donc, sur le dossier du conseil communautaire, donc travailler avec, alors, je me permets de dire travailler avec Jam et certainement chacun d'entre vous, puisqu'on a fortement échangé. Et donc, pour ce faire, je vous propose d'approuver à compter du 1er janvier 2023 la composition du conseil d'exploitation de la régie service de l'assainissement de la communauté de communes Sud-Vendée littoral de la manière suivante. Alors, sur le collège des élus communautaires, il vous est proposé donc Bernard Landais, Judica El Lamy, Cédric Guinaudot, Vincent Jules, Jam Gandriot, Dominique Bonin, Antoine Mettet, oui, et Jean-Michel Piédalu. Et puis, sur le collège des membres extérieurs, Michel Priozot, Frédéric Martineau, alors Michel Priozot de Corp, Frédéric Martineau, la Bretonnière Laclay, Marie-Reine Pubert de la Jodonnière, Joël Légeron de l'Île d'Elle, Patrick Auger, Saint-Aubin-la-Plaine, Léon Brodu, Saint-Gemme-la-Plaine, et puis Bernard Borger, élu municipal de Saint-Hermine. Y a-t-il des questions à ce sujet? Oui. Bonsoir. On se posait la question comment les personnes ont été choisies, enfin désignées. Alors, en fait, vous savez qu'on est passé. Enfin, M. Gandriot s'est plutôt attaché à travailler avec des élus concernés par déjà les volets d'assainissement non collectif aujourd'hui et collectif, d'avoir un mixte. Ensuite, des gens qui sont aux commissions, sa commission environnement. Donc ça veut dire que c'est des gens avec lesquels il travaille déjà au quotidien quand il y a sa réunion commission environnement. Alors moi évidemment je n'étais pas à la dernière commission, je pense que ça a dû être évoqué. Les échanges que j'ai eus, c'est que voilà, il s'attachait à des gens qui sont toujours présents et qui ont une appétence évidemment avec ce sujet-là et qui sont concernés par le sujet. Non, c'est la dénomination qui ne doit pas être bonne. Hein. C'est quand Jam réunit sa commission. Excuse-moi Magali, hein. C'est la dénomination qui n'est pas bonne. Hein. Mais en fait, il a essayé vraiment s'attacher à des gens qui traitent déjà ce dossier-là avec lui, avec lequel il travaille déjà sur ces champs-là, et puis des collègues maires qui sont concernés par cette problématique. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole à Pierre. Je crois que j'ai fini. Alors, je vous propose de passer à préciser des modalités tarifaires pour la collecte sélective des campings d'une part et d'autre part des gros producteurs en point d'apport volontaire. Nous avions déjà validé dans un précédent conseil le tarif de 25 € par levée pour les points d'apport volontaires des campings. Il s'avère que plusieurs campings n'ont pas la possibilité d'avoir des PAV de 4-5 mètres cubes, mais seulement des petits sur roulette de 1 mètre cube. Donc, après discussion dans la commission, nous proposons de maintenir ce même tarif, même si le point d'apport volontaire est plus petit, parce que le coût n'est pas au poids, mais à la levée. Le transport, la levée, c'est le même coût, quel que soit le volume.
Voilà, donc ça c'est un premier point qui concerne les campings. Et un deuxième point, il s'avère qu'il y a quelques gros producteurs qui ont aussi des points d'apport volontaires qui sont prélevés, collectés par la communauté de communes, et on vous propose de leur fixer le même tarif. Sachant, hein, on vous l'a dit la dernière fois, d'ailleurs ce tarif n'est pas uniquement celui de Vendée Littoral, c'est un tarif qui est concerté en raison des campings à l'origine avec Vendée Grand Littoral, la communauté voisine. Voilà. Hein, donc c'est un tarif qui évoluera au fur et à mesure, bien sûr, mais aujourd'hui on en est là. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est la proposition, en effet, de valider que le tarif de collecte sélective des campings en PAV concerne une prestation à la levée, quel que soit le volume, et d'autre part d'appliquer aux professionnels gros producteurs d'emballage le même tarif que celui facturé au camping pour la levée de leur propre colonne. Voilà. Question? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci à vous. Alors je vous propose maintenant de changer de domaine à propos de, voilà, de l'amiante. Hein, donc alors, la collecte de l'amiante, hein, c'est une proposition qui est le traitement en effet toujours par le syndicat départemental Trivalis, et donc il nous fournit des big bags chaque année. Hein, l'amiante est collectée 3 fois par an par des big bags, donc qui peuvent contenir 150 kg d'amiante. Hein, voilà, et c'est mis à disposition des particuliers. Notre cible est bien sûr la collecte des particuliers, pas des professionnels. Voilà. Mais dans les faits, nous absorbons une partie des déchets d'amiante de certains professionnels, en dépit de la réglementation, etc. Donc, et puis je ne vous cache pas que c'est une gestion lourde, hein, la collecte de l'amiante. Donc, en 2021, on vous informe que 40 tonnes de ce déchet dangereux a été collecté pour un coût de plus de 13 000 €. Et puis, pour 2022, le coût en augmente encore. Pour le même tonnage, à peu près, le tonnage est maintenu pour un coût de 14 417 €. Donc, notre proposition, si vous voulez, c'est de facturer, parce que jusqu'à présent, c'était gratuit. Hein, voilà. Et donc là, on vous propose de facturer cela. Donc un big bag mis à disposition des particuliers, désormais, on vous propose le tarif de 45 € TTC. Voilà. Alors, un petit rappel, mais hein, on pourrait faire le choix de ne pas collecter la viande parce que, voilà, c'est quand même un déchet dangereux, il y a beaucoup de professionnels concernés, ça ne nous concerne pas, mais le risque de dépôt sauvage est trop fort et sur ce type de produit, on ne peut pas se permettre ce risque-là. Voilà. Et donc on vous propose ce compromis entre une collecte maintenue, mais un tarif. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour valider cette délibération telle qu'on vous la propose? Plutôt qui est contre d'ailleurs, excusez-moi. Hein, qui s'abstient? Voilà. Merci pour cette unanimité. Ça va? Je vous propose de passer donc à la délibération suivante, qui cette fois concerne les composteurs. Donc chaque année, hein, nous distribuons gratuitement actuellement aux communes environ 400 composteurs pour être proposés aux usagers. Mais depuis 2021, nous achetons directement ces produits aux fournisseurs dans le cadre d'un groupement de commandes mis en place par Trivalis. Donc c'est une facturation qui nous est faite directement. Voilà. Et l'autre jour, en commission déchets, il y a eu un débat, parce qu'actuellement, il y a des composteurs en plastique et des composteurs en bois. Le composteur plastique, évidemment, est moins coûteux que le composteur en bois, mais écologie oblige, plastique, je vous fais grâce de tous les débats sur la gestion du plastique. Donc la commission a estimé, malgré que le coût soit différent, de facturer pour 2023 donc ce produit à un tarif unique d'achat à hauteur de 25 € TTC. Une sorte d'encouragement à privilégier peut-être le composteur en bois, mais surtout à mieux connaître tous les acheteurs de composteurs pour les accompagner dans la gestion de leur compost. Parce qu'on ne s'improvise pas, hein, un gestionnaire de compost, il y a des techniques qui sont à préférer, hein, sinon on ne fait pas du bon travail. Et donc aujourd'hui, on a un agent chargé de prévention qui pourra passer du temps sur cet aspect-là avec les usagers qui sont
qui ont des composteurs. Donc on pourra faire des informations, on pourra peut-être faire des rencontres, enfin voilà, à préciser cela. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc on prend la main sur le nombre, la liste des acheteurs réels. Allez-y madame, oui. Les composteurs, c'est des volumes de 400 litres en moyenne. Hein, oui, voilà. Donc c'est vrai que vous en trouvez sans problème dans les magasins, hein, on est bien d'accord. Hein, on n'est pas les seuls à vendre des composteurs, et puis on ne prétend pas avoir l'exclusivité de cela. Mais voilà, c'est notre proposition pour un suivi, puis voilà. Éviter que les déchets organiques n'aillent dans les ordures ménagères. C'est ça l'objectif. Hein, voilà. Autre question ? Pour la facturation, quand les gens viennent les chercher en mairie, comment ça va se passer là ? Eh bien, ils viendront les chercher à la communauté de communes. Oui, voilà. Oui, c'est quand on reprend la main là sur cette... voilà. Oui. Bon. Autre question ? Ah oui, mais bien sûr, il y aura une communication évidemment. Hein, donc voilà, on va informer toutes les communes déjà, et puis informer voilà le bulletin communautaire, le site internet. Voilà, il y aura des relais d'information. Oui. Autre question ? Qui est pour valider cette délibération ? Qui est contre, pardon ? Qui s'abstient ? Merci pour tous ces votes. Je passe la main à Brigitte. Merci beaucoup. Allez, on termine sur les délibérations par la modification du tableau des emplois. Vous avez pu le constater, il y a donc différents ajustements dont je ne vous ferai pas la lecture ce soir. Et je vais donc vous demander d'autoriser les créations et les suppressions qui vous étaient proposées ci-dessus et de modifier donc le tableau des effectifs actualisé, si joint en annexe et arrêté à compter du 1er janvier 2023 et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Je me vois, et de voix contre. Des abstentions ? Je vous remercie. J'ai presque terminé. Là, je pense que là, tout le monde est prêt. Il y a déjà les hymnes. Ah non, c'est bon, on n'est pas aux hymnes encore. Ouais, ça va. Vous avez dû recevoir, Stéphanie a dû vous faire parvenir les dates des futurs conseils communautaires pour le semestre à venir. Pour le semestre à venir, hein, donc jusqu'au mois de juin. Donc vous les avez. Il y a un tout petit peu de modification. Donc voilà, prenez bien, regardez bien. Voilà, moi j'en ai terminé pour ce soir. Il me reste à vous souhaiter évidemment de très très agréables fêtes de fin d'année. Ne roulez pas trop vite pour aller voir le match de foot. Mais comme tout le monde ne va pas au foot, ceux qui le souhaitent peuvent évidemment prendre un petit verre à la fin, comme d'habitude, même si on ne l'a pas préparé, on prend un petit verre tranquillement pour ceux qui ne vont, quand je dis 11, parce que je vais rester, pour offrir un verre à ceux qui souhaitent prendre un petit verre. Passez de très très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup.